Alors merci, bonsoir à toutes et à tous et merci. Alors effectivement, l'astrophotographie, comme le disait Bruno, l'œil en fait c'est quelque chose qui est très important quand on observe le ciel. Pourtant j'aime bien commencer avec cette citation de Jules Janssen qui disait « La photographie est la véritable rétine du savant ». Alors Jules Janssen, rapidement pour le situer, c'est le 19e siècle, c'est l'astronome qui a fondé l'observatoire de Meudon et qui a découvert un élément que tout le monde connaît, qui est l'hélium en fait. C'est le découvreur de l'hélium dans la couronne du Soleil et qui a donc très rapidement vu l'intérêt de l'astrophotographie. Alors c'est vrai que j'ai aussi un passé un peu littéraire et notamment, il ne faut pas oublier Saint-Exupéry qui disait quelque chose qu'on pourrait parfaitement appliquer à l'astrophoto. Il disait « l'essentiel est invisible à nos yeux ». Alors il parlait des émotions, mais en fait quand on parle d'astrophotographie, c'est un domaine assez particulier parce que finalement c'est l'un des rares domaines, ou peut-être même le seul domaine de la photographie où on va faire apparaître sur nos photos des choses qu'on ne voit pas avec nos yeux. Et en fait, quand on a commencé à faire de l'astrophotographie, ça a été le moment où on a arrêté d'observer dans les instruments et en fait on s'est rendu compte que l'œil humain est un récepteur qui est relativement performant, mais qui a aussi ses limites, et on s'aperçoit qu'on verra beaucoup moins dans un télescope que ce qu'on peut faire apparaître sur une photographie, ce qui est un peu d'ailleurs une déception quand on commence l'observation astronomique, quand on se lance chez soi, dans son jardin, acheter un petit télescope, en plus on est bercé de photos magnifiques et de plus en plus belles, on s'attend à voir peut-être la même chose, et en fait, c'est une forme de déception parce qu'on ne verra évidemment jamais comme ce qu'on peut voir sur les photos. Donc, on va voir un petit peu, d'ailleurs, on va parler dans le détail, un petit peu de la technique photographique, mais sans trop rentrer dedans, parce que c'est un peu une introduction. Demain, je ferai un fil jaune sur l'astrophotographie, également en donnant des conseils pour ceux qui veulent se lancer dans l'astrophotographie, y compris sans instrument. Vous allez voir qu'avec un simple smartphone, on peut faire maintenant des photos relativement étonnantes de la Voie lactée et du ciel. Donc, on verra un petit peu plus la partie technique demain. Mais moi qui travaille beaucoup, mon métier étant de faire de la médiation avec le grand public, je suis toujours surpris de voir que le grand public pense que l'astronome est celui qui passe ses nuits à observer le ciel dans un observatoire et qui passe ses nuits à faire des photos. En fait, évidemment, ça c'est révolu depuis bien longtemps. Et alors, c'est vrai que quand on dit aujourd'hui que la plupart des astronomes travaillent en ville, dans des bureaux, dans la journée, et voici finalement assez peu le ciel, c'est souvent un peu surprenant. Et après, voilà, quand on comprend effectivement que dans un télescope, un astronome, s'il a regardé dans un télescope, simplement avec ses yeux, et bien entendu, on n'en serait pas là aujourd'hui par rapport à toutes les découvertes qu'on a fait, que l'on est encore en train de faire. Alors, on va commencer rapidement par justement une évolution, une petite histoire, on va dire, de l'astrophotographie, qui est relativement récente. Mais les premiers observateurs, qui déjà étaient ont fait des observations qui sont exceptionnelles, sans pouvoir en garder forcément des souvenirs autres que sous la forme du dessin. Pendant longtemps, en fait, on était observateur-dessinateur. Et donc, on peut voir ici, alors, Hipparque, une représentation d'Hipparque qui, il y a environ 2000 ans, lui, va être le premier à faire des cartes du ciel et on va dire, presque des atlas, en fait, le premier à parler de la notion de luminosité, de grandeur, de magnitude, à repérer, à faire de l'astronomie de position. On a déjà inventé des instruments qui permettent de mesurer. Et alors notamment, il y a celui qui est peut-être probablement le roi de la mesure astronomique, Tycho Brahe, qui lui est assez fascinant parce qu'il a inventé donc des instruments pour faire de l'astronomie de position et il était capable en fait de mettre en évidence avec ces différents instruments des positionnements d'astres à 2 minutes d'arc près. Alors pour vous donner, pour ceux qui n'ont pas ces petites notions, 2 minutes d'arc près, le diamètre apparent de la Lune ou du Soleil, c'est environ 30 minutes d'arc. Donc il était capable en fait d'avoir une résolution qui était largement supérieure au diamètre apparent de la Lune et du Soleil, et tout ça simplement avec ses yeux et des instruments de mesure. Donc il a fait des mesures relativement précises, et on a faisait beaucoup d'ailleurs d'astronomie de positionnement à cette époque-là. Et donc là on est plutôt donc à la fin du
16e, début 17e siècle. Va arriver évidemment quelqu'un qui est très connu après, qui lui va révolutionner l'astronomie observationnelle, Galilée. Alors Galilée avait entendu parler notamment d'un Hollandais qui s'appelait Lippershey, qui avait, semble-t-il, inventé des longues vues. Et lui, Galilée, donc, s'est fait envoyer des longues vues, a étudié ces longues vues, sauf que Galilée n'était pas un opticien. Donc il n'était pas très bon au départ pour tailler ses optiques, et les premières lunettes que Galilée a produites n'étaient pas de très bonne qualité, mais il en a fait plusieurs dizaines, et rapidement, donc à partir des années 1609-1610, on commence à avoir des observations qu'on va qualifier de qualité, alors que l'invention de la lunette, on ne sait pas trop la dater, c'est plutôt les années 1590-1595 à peu près. La lunette longue vue, qui servait plutôt d'ailleurs, qui était soit d'ailleurs utilisée par les militaires ou qui servait un petit peu de gadget pour certaines personnes. Et donc Galilée va être le premier à observer avec un instrument, et là, déjà, on se rend compte, ça c'est une première chose, c'est que dans une lunette astronomique, on voit plus de choses que ce qu'on voit avec nos yeux. Parce qu'il faut bien se dire que jusqu'à l'époque de Galilée, eh bien, on pensait que tout ce qui existait dans le ciel, c'est ce qu'on voyait à l'œil nu. Même si de temps en temps apparaissaient des comètes ou des astres qui semblaient un peu étonnants, qui se déplaçaient dans le ciel. Bon, mais en réalité, là, il observe le ciel, il voit notamment autour de Jupiter les fameux satellites qu'on va baptiser plus tard satellites galiléens. Il va, alors c'est pas le premier à observer le Soleil, mais il met en évidence des taches solaires, les taches sur le Soleil, ce qui va entre autres lui aussi, ça va lui poser quelques soucis. Il découvre les cratères de la Lune, les phases de Vénus. Il va même d'ailleurs faire une observation assez étonnante en 1612. Il découvre, sans le savoir, Neptune. C'est-à-dire qu'en fait, il a observé Neptune en 1612, qui était juste à côté de Jupiter. Il a bien noté sa position. Et on a plusieurs dessins où on voit pourtant qu'il a bien noté que cet astre-là s'était déplacé, mais il n'a pas fait le lien avec une planète. Neptune aurait pu être découverte par Galilée, alors qu'elle l'a été en 1846 par Urbain Le Verrier, Adams et l'observateur Le Gall. Donc là, c'est déjà le début d'une autre astronomie. On voit que quand on regarde la Voie lactée, cette traînée grisâtre qu'on voit très bien actuellement dans le ciel, eh bien en fait, quand on l'observe dans une lunette de Galilée, on voit qu'elle est remplie d'étoiles, que c'est un fourmillement d'étoiles. Donc déjà, on prend conscience qu'il y a énormément d'étoiles qu'on ne peut pas voir directement avec nos yeux. Et puis les instruments vont progresser. Le gros problème des lunettes de l'époque, c'est évidemment la qualité optique. On ne sait pas faire des lunettes astronomiques de qualité très bonne. Et on a notamment un gros problème qu'on appelle le chromatisme. Dès que la lumière traverse du verre, elle va être dispersée. Et le seul moyen qu'on ait trouvé pour finalement limiter ce chromatisme qui donne des images irisées, colorées, c'est de faire des très longues focales, c'est-à-dire agrandir la distance entre l'objectif de la lunette et l'endroit où la lumière converge. Et on se retrouve avec des instruments comme celui-ci, la lunette d'Hevelius, qu'on voit ici au-dessus des toits, un instrument extrêmement long, pas très gros en diamètre, quelques centimètres de diamètre, mais une lunette de plusieurs mètres de focale, qui en plus était maniée avec du bois et de la corde. Alors imaginez, pour pointer quelque chose, notamment en fonction de l'hygrométrie qui changeait, c'était vraiment pas simple, mais grâce à ça, Hevelius arrive à faire des observations relativement précises. On va sortir les premières cartes de lune relativement détaillées, on se fait des suivis des phases de Mercure, par exemple. Pour la petite anecdote, cette lunette d'ailleurs a inspiré dans Les Femmes savantes une petite phrase de Molière qui parlait de ces lunettes qui effrayaient en fait les foules, parce que ces grands instruments que l'on voyait comme ça dépasser au-dessus des toitures. Et puis un petit peu plus tard, ou toujours à la même époque, on voit quelques observations. Donc là, on ne peut simplement que noter, dessiner ce que l'on observe. On voit par exemple la difficulté que l'on a eue de la représentation de Saturne. Galilée, quand il a observé Saturne, il n'avait pas de chance parce que quand il a commencé à observer Saturne, c'était un moment, un peu comme actuellement, où les anneaux étaient vus quasiment par la tranche. En 1612, les anneaux de Saturne sont vus par la tranche. Donc ils sont évidemment difficilement détectables. Et à cette époque-là, alors là, il y a plusieurs représentations de plusieurs observateurs. Et on s'aperçoit qu'on avait des visions qui étaient relativement éloignées de ce qu'on connaît aujourd'hui de Saturne. Là, ça peut sembler étrange, mais moi qui fais aussi pas mal d'observations avec des enfants, parfois ils me disent qu'ils voient ce genre d'objet, en fait. C'est assez étonnant. Quand ils voient Saturne, au niveau des anses, en fait, ils ont l'impression de voir des trous comme ça et que l'anneau touche à la planète.
Et puis, vous avez donc, à partir des années 1660, par contre, on commence à bien se représenter Saturne, tel qu'on peut l'observer aujourd'hui. C'est intéressant de voir donc Jean-Dominique Cassini, fondateur de l'Observatoire de Paris, qui lui commence à faire des dessins de Jupiter. Alors évidemment, le problème, c'est qu'on est limité. Ces dessins, c'est aussi une interprétation de l'observateur. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la qualité optique des instruments était limitée et empêchait d'avoir des images très détaillées, très résolues. Et on va voir que ça peut avoir quelques artefacts qui vont apparaître. Et on va rapidement, pour finir sur l'observation, voir ce qu'on avait au XIXe siècle. Voilà, par exemple, ce qu'on retrouvait dans les livres d'astronomie au XIXe siècle, les illustrations qui étaient faites des différentes planètes, amas globulaires, comètes ou même des taches solaires. Il y a celui-ci que je trouve assez étonnant, c'est la nébuleuse d'Orion. Et lui, ça fait un lien avec d'ailleurs l'astrophoto, parce que ce dessin de John Herschel, alors John Herschel, c'est le fils de William Herschel, le découvreur d'Uranus. La famille Herschel, avec Caroline aussi, sa sœur, c'était une famille d'astronomes, amateurs d'ailleurs, et qui observaient. Et alors John Herschel, on y reviendra parce qu'il a une importance dans la photographie en général d'ailleurs. Et là, pour certains, vous reconnaissez peut-être la nébuleuse d'Orion, telle qu'on peut l'observer dans des télescopes amateurs. Et on voit que déjà, le dessin est en noir et blanc. C'est-à-dire qu'à l'époque, on s'imagine que l'univers est en partie en noir et blanc. À part quand on regarde les planètes, la Lune, on peut voir quelques nuances, mais tout ce qu'on observait apparaissait comme des taches grises, des taches un petit peu floues, et la couleur était extrêmement difficile à mettre en évidence. Et puis au XIXe siècle, vous avez le plus gros télescope en service. Alors ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que ce gros télescope, il y a deux choses étonnantes. La première, c'est qu'il est au cœur de l'Irlande. Ce n'est pas forcément le meilleur endroit pour y faire de l'observation astronomique vu les conditions météo. Mais la deuxième chose, c'est qu'en fait, ce télescope appartient à Lord Rosse. Lord Rosse, en fait, est un astronome amateur. Donc en fait, à l'époque, le plus grand télescope en service, avec un miroir d'environ 1,80 m de diamètre, est un télescope amateur qui a été entretenu par la famille. Alors le miroir a été retiré, mais on voit en fait le tube du télescope qui a été reconstruit il y a quelques années, et on peut visiter aujourd'hui ce télescope qui a une importance dans l'histoire de l'astronomie parce que en fait, c'est grâce à ce télescope qu'on a fait des premières observations de galaxies spirales, sans savoir la nature des objets qu'on observait. On parlait plutôt de nébuleuses spiralées, mais c'est intéressant. J'ai mis ici les photos de Lord Rosse comparées au télescope Hubble pour voir justement qu'est-ce qu'il avait vu, qu'est-ce qu'il avait pensé voir. On reconnaît relativement bien la forme de la galaxie ici, la galaxie des chiens de chasse. On voyait bien cette belle forme spiralée, ou la galaxie M101 qui a fait un petit peu parler d'elle au printemps parce qu'il y a eu une supernova, donc c'était l'une des rares supernovas qu'on pouvait voir assez facilement dans un instrument amateur. Donc voilà, on voit l'observation qui va augmenter au niveau de la perception des détails, mais on voit aussi les limites de l'observation astronomique. C'est qu'on arrive au XIXe siècle avec notamment une polémique relativement importante concernant la planète Mars. C'est-à-dire que certains observateurs, eux, regardant Mars, croient voir à la surface de Mars des lignes parfaitement rectilignes. Donc c'est tellement droit que certains se disent que c'est forcément pas quelque chose de naturel, mais d'artificiel. Alors après, il y a aussi une petite erreur de traduction à l'époque, parce qu'en fait, un Italien qui a fait ses observations a appelé ça des canali, mais quand on traduit ce mot, ça peut vouloir dire aussi simplement des chenaux, ça peut être parfaitement naturel, ou aussi ça peut être des canaux, donc parfaitement artificiels. Et certains avaient envie de croire qu'il y avait peut-être de la vie sur Mars, et du coup, il y a Percival Lowell qui a fondé un observatoire à Flagstaff, en Arizona, qui, du coup, lui, a consacré une partie de sa vie à la recherche, alors de deux choses d'ailleurs, des martiens indirectement, de la vie sur Mars, et de la planète Pluton. Il pensait qu'il y avait une neuvième planète. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est que Pluton, quand on l'a découverte bien après la mort de Percival Lowell, on a donné le nom de Pluton, entre autres parce que les deux premières lettres en fait, de Pluton, PL, ce sont les initiales de Percival Lowell, qui a passé en fait, de nombreuses années à rechercher cette planète. Et donc, on retrouvait régulièrement à l'époque, donc on est fin 19e siècle, on retrouvait régulièrement des dessins
de Mars, des globes martiens avec des lignes parfaitement rectilignes qui étaient associées donc à forcément une civilisation martienne assez développée, parce qu'à cette époque, on avait du mal à creuser des canaux sur Terre, et là on voit que la planète Mars est recouverte de canaux qui s'étendent sur des milliers de kilomètres. Certains d'ailleurs estiment aussi la largeur, c'est colossal évidemment, donc ça pose question, ça a été une polémique, certains se sont dit mais est-ce que ça existe ou pas, et après finalement avec ce qu'on pourra appeler peut-être entre guillemets les yeux de la foi, quand on a envie de croire à quelque chose, de voir quelque chose, on finit par le voir apparaître. Et de nombreuses personnes, Camille Flammarion à l'époque, qui diffusait énormément l'astronomie dans ses ouvrages, diffusait des belles cartes qu'il faisait lui-même, des canaux martiens, et était persuadé aussi de les observer. Alors c'est amusant de comparer aujourd'hui d'ailleurs une photo de Mars prise par le télescope Hubble et en fait avec les mêmes régions qui ont été dessinées à l'époque. On reconnaît ici ce qui s'appelle Syrtis Major, une zone assez sombre, et vous avez vu qu'on s'aperçoit qu'il n'y a plus du tout ces lignes parfaitement rectilignes. Donc en fait là on se rend compte qu'on arrive aux limites, parce que dans les instruments, alors suivant la qualité optique des instruments, à cette époque on fait des instruments dont la qualité n'est pas toujours en fait uniforme, la qualité optique des instruments, la qualité de l'observateur, plus finalement les conditions atmosphériques, c'est-à-dire que quand on observe le ciel, on sait qu'on a les agitations atmosphériques, ce qu'on appelle la turbulence, qui vont flouter les images, qui font parfois apparaître de manière fantomatique des détails. Et bien voilà, on peut en arriver donc vraiment aux limites. Et c'est là où la photo va devenir importante, parce que la photo, même s'il peut y avoir quelques artefacts sur des photos, on les connaît, on peut les soustraire, les retirer. La photo va montrer vraiment ce qui existe, même s'il y a un traitement derrière qui peut amplifier aussi évidemment la perception de certains détails. Donc va arriver l'astrophotographie. Alors l'astrophotographie est très rapidement d'ailleurs liée à l'histoire de la photographie. Ce qui est assez amusant aussi, c'est de se dire que finalement les premières astrophotographies qui ont été réalisées sont des photos qui ont été faites souvent par des amateurs. Et donc la naissance de la photo, c'est les années 1830. Alors Nicéphore Niepce meurt avant même de pouvoir, c'est l'un des inventeurs de la photo, mais c'est surtout Daguerre qui va reprendre en fait ses travaux. Et donc dans les années 1838, on a déjà donc des procédés, donc les daguerréotypes qui existent. Et il y a quelqu'un qui est très important dans l'histoire de l'astrophoto, c'est François Arago. François Arago, c'était à la fois donc un homme politique, c'était un astronome, et très rapidement, il prend conscience de l'intérêt de la photographie. Alors, avant même de faire des astrophotos, il se dit que la photographie allait révolutionner le monde, et il fait quelque chose d'ailleurs assez étonnant, membre de l'Académie des sciences, il va faire un discours, et il va en fait demander à l'État français d'acheter ce brevet de la photographie pour le rendre accessible à tout le monde. Ce qui est quelque chose qui est assez remarquable. Donc en 1839, il fait un discours, l'éloge de la photographie, et ça va permettre donc à de nombreuses personnes de pouvoir travailler sur les différents procédés. John Herschel, on y revient, on a vu son dessin tout à l'heure de la nébuleuse d'Orion. John Herschel, en fait, est quelqu'un qui touche à tout, qui est observateur, qui est en fait passionné aussi de photos. Alors d'ailleurs, il y a une petite polémique, mais il serait l'un des inventeurs du terme photographie. Pas uniquement lui, on sait qu'il y a un Français, qui est un Franco-Brésilien qui avait parlé de ça, mais un terme qui a été inventé par John Herschel, que l'on connaît bien quand on faisait de la photo argentique, c'est le terme négatif, avoir un négatif ou un positif. Ça, ce sont des termes inventés par John Herschel, qui va donc, lui a été dessinateur, mais qui va vraiment faire des choses relativement importantes pour l'astrophoto. Et à quel moment débute en fait l'astrophotographie? La première photo du ciel, évidemment on a cherché à faire des objets qui sont relativement faciles, c'est-à-dire brillants, parce que le gros problème en fait évidemment de l'astrophotographie, c'est qu'on va photographier des objets qui sont extrêmement peu brillants, parce qu'ils sont très lointains, et la sensibilité des plaques photos de l'époque était incroyablement faible, donc on ne pouvait pas obtenir d'images d'étoiles comme ça, parce que même quand on regarde la première photo de Lune, alors ici on a un négatif justement de cette photo de Lune, donc qui a été prise par John Draper. John Draper est un astronome amateur, un chimiste amateur, il touche un petit peu à tout, et ce qui est assez surprenant, c'est que quand on fait un peu de photos aujourd'hui, on voit même beaucoup de personnes qui photographient la Lune, ne serait-ce qu'avec un smartphone, et bien là, regardez le temps de pause, c'est pas une erreur, 20 minutes de pause.
20 minutes de pause pour obtenir une image de la Lune, alors qu'aujourd'hui, en une fraction de seconde, on obtient une image parfaitement exposée. Donc 20 minutes de pause, ça sous-entend qu'il faut avoir aussi un instrument qui soit capable de compenser à la fois pour la Lune le mouvement donc de la Lune, puisqu'elle a son mouvement propre, et en 20 minutes, on peut déjà mettre en évidence légèrement le mouvement propre de la Lune, et le mouvement de la Terre, évidemment, qui va faire que tout ça se déplace. Donc c'est quelque chose qui était aussi l'un des freins techniques, c'est d'avoir en fait des instruments avec un suivi qui soit suffisamment précis pour compenser le mouvement de la Terre ou des astres. Donc là, mais on reconnaît parfaitement bien les principaux cratères. C'était avec un petit télescope à l'époque, puisque 13 cm d'ouverture. Quelques années plus tard, déjà, on voit qu'on a des images qui sont un petit peu améliorées. On retrouve pas mal de petites photos comme ça vendues dans des médaillons. Donc voilà, premier astre photographié, la Lune. Il y a cette image aussi, le Soleil, qui finalement n'était pas simple à photographier parce que là, inversement, on avait un flux de luminosité important à gérer. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir les auteurs de cette photo. Ils sont relativement connus dans le domaine de la physique, puisque c'est Fizeau, Hippolyte Fizeau, du décalage quand on parle de l'effet Doppler-Fizeau, et puis Foucault, le fameux Foucault, avec son pendule, qui a pris cette photo. Ces deux-là ont pris en 1845 cette photo du Soleil, où évidemment aujourd'hui ça ressemble presque à un dessin. Alors la conservation n'est pas évidente, mais on va retrouver ici donc les taches solaires qui sont déjà relativement bien visibles. Et le 19e siècle est le siècle, on pourrait dire, du début de l'astrophysique, notamment avec le début de la spectroscopie, l'analyse de la lumière. Début 19e siècle, on met en évidence des raies sombres dans des spectres, dans le spectre du Soleil. Et alors évidemment, à l'époque, la spectroscopie, il faut attendre la seconde partie du 19e siècle pour commencer à comprendre ce qu'on observe réellement. Mais pour décrypter les spectres, il fallait les dessiner déjà, et c'était pas simple. Voilà on a des spectres ici qui ont été dessinés. Alors il fallait être extrêmement rigoureux pour respecter correctement l'écart en fait entre ces différentes raies d'absorption. Et on va avoir rapidement la première photo d'un spectre qui a été fait ici, alors qui est conservé aujourd'hui à l'Observatoire de Paris, mais qui est un petit peu délavé, évidemment, vu l'âge. Et cette photo a été faite par Edmond Becquerel. Edmond Becquerel, lui, qui était quelqu'un qui est considéré comme l'inventeur de la photo en couleur aujourd'hui. Donc il a été le premier. Évidemment, il y a un lien de famille. La famille Becquerel est une famille un peu connue dans le domaine de la science. Et du coup, Edmond Becquerel, lui, va faire des photos de spectres, et ce qui va permettre de pouvoir faire des mesures beaucoup plus précises. Et on sait que la spectroscopie aujourd'hui, c'est l'outil de base de l'astrophysique, c'est-à-dire pour connaître la composition d'un astre, pour savoir si un astre se rapproche ou s'éloigne de nous. On va le faire par spectroscopie, mais pour ça, il faut avoir un élément qui est fiable. Et un dessin n'est pas toujours fiable, donc la photographie va permettre d'obtenir des spectres extrêmement précis. Et après, ça va demander énormément de temps pour dépouiller ces spectres, parce qu'à la fin du 19e, début 20e, on a énormément de spectres d'étoiles. Le gros problème, c'est qu'il faut les interpréter, les dépouiller. On a employé pas mal d'ailleurs de personnes des petites mains dont le métier était vraiment de mesurer les écarts entre les traits pour pouvoir déterminer les éléments qui étaient présents dans le spectre. Donc en spectroscopie, évidemment, c'est quelque chose qui est incontournable, l'astrophoto. D'ailleurs, quand on parle de la photo, de l'astrophoto de manière générale, il faut se dire une chose, c'est que aujourd'hui, les grands télescopes font essentiellement de l'astrophotographie. De la spectroscopie. Alors, on va photographier des spectres, mais on fait relativement peu de photographie. C'est-à-dire que si on prend le James Webb, sur son temps d'observation, il y a à peu près 70% de son temps d'observation qui est destiné à la spectroscopie et 30% à la photographie. Parce qu'on a beaucoup plus d'informations quand on fait de la spectroscopie que quand on a une vue générale d'un objet. Et aujourd'hui, donc dans les grands télescopes, alors on a souvent des spectro-imageurs, donc ce sont des instruments qui font à la fois de la spectroscopie et qui vont imager, mais c'est le rôle de tous les grands télescopes aujourd'hui. On ne peut pas imaginer un grand télescope sans un spectrographe qui est installé derrière. Donc là, on est toujours au milieu du 19e siècle et va apparaître la première photo d'une étoile, la
toute première étoile photographiée, donc en 1850, une étoile qui est une étoile relativement célèbre, qu'on voit très bien actuellement, l'une des étoiles les plus brillantes du ciel d'été, Vega. Et Vega, donc, est photographié ici avec un temps de pause relativement court pour l'époque, puisqu'en 1 minute 30, on arrive à enregistrer Vega, quelques points autour qui correspondent à des étoiles. Donc déjà, d'ailleurs, sur cette photo, qui est prise derrière un instrument, il y a un petit peu plus d'informations que ce que l'on voit à l'œil nu. Et donc c'est là qu'on commence à se dire qu'on va pouvoir faire apparaître des astres que l'œil n'arrive pas à percevoir, et qu'on prend conscience de l'intérêt de la photographie. Et alors, pour vous donner une petite idée de la différence de sensibilité, d'ailleurs, entre l'œil humain et la photographie, alors c'est un peu difficile de comparer deux récepteurs qui fonctionnent évidemment différemment. L'œil humain, on peut le considérer comme une caméra qui filme en permanence, qui ne va pas intégrer l'information, qui ne va pas l'enregistrer, ce qui est l'inverse, en fait, d'une pellicule argentique ou d'un capteur numérique. Et on parle, en fait, c'est assez éloquent, on parle de rendement quantique. Pour parler en fait du rendement quantique d'un capteur, c'est la capacité d'un capteur à convertir les particules de lumière, donc les photons, de les convertir en information. Alors après, tout dépend de la source, évidemment. Quand on prend un projecteur dans les yeux, là, on convertit beaucoup d'informations. Mais quand on a des sources qui sont relativement peu importantes, peu lumineuses, et ça, c'est le cas de nombreux objets qu'on a dans le ciel, si vous regardez la Lune, pas de souci, une planète, pas de problème. Mais quand on regarde des objets comme des galaxies, des nébuleuses extrêmement lointaines, quand on les regarde dans un télescope, on considère que l'œil humain a un rendement quantique inférieur à 2%. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez une galaxie et que vous recevez 100 photons donc, de cette galaxie, l'œil n'en perçoit que 2. C'est vraiment très peu. Et à l'époque de la photo argentique, alors un peu plus tard que les années 1850, plutôt 100 ans plus tard, dans les années 1950, on avait mis au point des pellicules photo qui avaient un rendement quantique de 7 à 8%. Ce qui était déjà énorme par rapport à l'œil. Mais on voit qu'une partie de l'information n'était pas enregistrée de toute façon par les émulsions. Et aujourd'hui, les meilleurs capteurs numériques qui existent sur les grands télescopes professionnels, pas au niveau amateur, ont des rendements quantiques qui sont supérieurs à 90%. Donc vous voyez qu'on a fait un bond énorme, c'est-à-dire qu'entre 1 à 2% de ce que l'œil peut voir, et 90% enregistré, c'est la raison pour laquelle on comprend qu'on n'est pas prêt, on ne remettra jamais des yeux d'astronome derrière des grands télescopes. Ça n'a pas d'intérêt, on briderait les télescopes. Et donc là, on commence à mettre en évidence plusieurs choses qu'on ne voit pas avec l'œil. Alors, quelques petites photos, j'aime bien ces petites photos un peu historiques. Première photo d'une éclipse de soleil en 1851. On devine malgré tout déjà les protubérances. Ici, on voit la basse couronne solaire. Pour ceux qui font un peu d'observation du ciel, vous allez peut-être avoir du mal à reconnaître le cœur de la nébuleuse d'Orion, mais dans un télescope amateur, on voit parfaitement bien 4 étoiles assez serrées qui forment un petit trapèze. Et là, on voit déjà un petit peu de gaz qui est présent, mais voilà. C'est une pause qui est relativement longue, 50 minutes, avec une lunette d'à peine 30 cm, mais il n'y a pas encore beaucoup plus d'informations que ce qu'on voit à l'œil quand on regarde cette nébuleuse. Les photos planétaires, c'est intéressant ici quand on voit cette photo. Alors les photos planétaires ont posé un vrai problème parce que les planètes ont un diamètre apparent qui est relativement important par rapport aux étoiles, mais ça reste relativement petit quand on veut les photographier. Et il fallait donc agrandir très fortement les images, mais à l'époque, les émulsions avaient un grain, le grain de la pellicule qui était relativement important, et on pourrait dire aujourd'hui que l'image, elle est pixelisée, mais là, il s'agissait évidemment du grain de l'émulsion. Mais ce qui est intéressant sur cette image, ici, c'est la tache rouge, la grande tache rouge. Et en fait, on sait que cette grande tache rouge, on l'observe depuis à peu près 350 ans, depuis qu'on a les moyens instrumentaux de l'observer. Et on se rend compte qu'elle était beaucoup plus grande, d'ailleurs, au XIXe siècle qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, on voit simplement qu'en une quarantaine d'années, la tache rouge, en fait, se réduit au niveau de la taille. Et donc, ça permet de faire un petit peu de suivi, malgré tout. On voit qu'aussi l'atmosphère de Jupiter, la haute atmosphère de Jupiter, avait une structure un petit peu différente. Le fameux Janssen aussi a été l'un des premiers à faire de la photographie des comètes. Donc, une photo ici d'une comète posée une trentaine de minutes. Et puis, voilà une photo qui a un petit peu révolutionné notre vision de l'univers, parce que déjà sur les comètes, on voyait qu'il y avait beaucoup plus de jets, de matière qui s'échappait que ce qu'on voyait avec nos yeux. Et ça, c'est toujours la même nébuleuse d'Orion.
Donc là, on a 1 heure de pause avec un télescope de près d'1 mètre de diamètre, quand même, donc, ce qui est déjà l'un des gros instruments de cette époque-là. Et on reconnaît parfaitement bien donc, la nébuleuse d'Orion telle qu'on peut l'observer dans un instrument, avec la partie sombre ici, la partie claire, mais on fait apparaître toute cette information qu'on ne voit quasiment jamais avec nos yeux. Donc là, pour la première fois, on photographiait en fait une nébuleuse et on voyait plus d'informations que ce que nos yeux avaient vu sur cet objet. On arrivait à voir les extensions de cette nébuleuse. Donc à partir de là, fin 19e siècle, c'est le début véritablement de l'astrophotographie qui va se répandre dans tous les observatoires. À la même époque, vous allez avoir aussi un projet pharaonique qui va être lancé, qui sera achevé des décennies plus tard. On en reparlera juste après. On commence à faire du suivi également de la surface du Soleil et des tâches solaires, et la photographie rentre dans les observatoires et remplace petit à petit l'œil de l'astronome. Même si certains astronomes, évidemment, veulent toujours et insistent pour regarder dans des instruments, mais la différence par rapport à aujourd'hui, c'est que ces astronomes, en revanche, c'est eux qui vont faire leurs propres photos. Alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les grands observatoires, eh bien, les astronomes vont commander, entre guillemets, des photos, commander des observations, mais ce ne sont pas eux qui vont être directement, forcément, derrière le télescope, qui vont manipuler le télescope. Donc l'astrophotographie va permettre à cette époque-là de développer de très nombreux domaines, donc tout ce qui est les cartographies stellaires, lunaires, l'astrométrie, donc tout ce qui est les mesures de position, la photométrie, la spectroscopie, et là l'astronomie va commencer à faire un bond relativement important, avec quelques photos qui peuvent paraître surprenantes ou décevantes, je ne sais pas, mais là on est en 1897, la galaxie des chiens de chasse, photographiée avec l'observatoire de Meudon. On reconnaît relativement bien la structure de la galaxie. Et il y a ce projet assez pharaonique, le projet Carte du ciel. Alors ça, c'est l'amiral Mouchès, donc astronome, et qui décide donc, grâce à la photographie, de faire une couverture complète du ciel. Donc les deux hémisphères compris. Donc il sélectionne 18 observatoires à travers le monde, et le but c'était de faire 22 000 clichés pour avoir un atlas complet et détaillé. Donc c'est à cette occasion-là qu'on va voir apparaître de nombreuses lunettes qui sont identiques à ce modèle, et donc le but c'est de faire de la photo. En fait, ce projet initial devait durer une dizaine d'années, il s'est achevé en 1950. Donc on voit que ça a été extrêmement long, et évidemment l'amiral Mouchès n'a jamais vu la fin de ce projet. Et voilà quelques photos. Alors ce sont des photos justement des négatifs en fait, qui sont ici. C'est pour ça que le ciel est devenu blanc et on voit tous les points, et tout ça avec les coordonnées qui sont ici, les différences de magnitude pour faire de la lecture. Donc c'était un projet relativement ambitieux. On va faire de la photographie de la carte de la Lune de manière très détaillée. À la même époque aussi, début XXe siècle, on va mettre en évidence aussi que les canaux martiens n'existent pas. Alors ça, il va y avoir justement à la fin du 19e un instrument qui va avoir une importance capitale dans l'observation de Mars, c'est la grande lunette de Meudon, qui est construite à la fin du 19e siècle, lunette de 83 cm, à l'époque c'est l'une des plus grandes sur Terre, et quand on observe, quand on dessine, ou quand on photographie Mars avec cet instrument, il n'y a plus aucun canot de visite. Donc là, à cette époque-là, on sait qu'il n'y a plus en fait de canaux de martiens sur la planète rouge. Au pic du Midi, on commence à faire des observations relativement détaillées. Le pic du Midi est à l'époque le seul site que l'on connaisse avec une stabilité d'image assez exceptionnelle. On se rend compte que les images sont extrêmement nettes. Donc rapidement, on se dit qu'il faut implanter des instruments photographiques au pic du Midi pour notamment suivre le système solaire. Et durant de nombreuses années, mais on peut même encore dire presque aujourd'hui, le pic du Midi, alors qu'il n'est pas équipé de grands télescopes, est un endroit sur Terre, et l'endroit sur Terre où on a les observations les plus détaillées des planètes. Alors c'est assez surprenant parce que, évidemment, dans l'espace, avec des sondes spatiales, c'est encore mieux, mais c'est un télescope de 1 mètre sur Terre qui fait des photos aujourd'hui assez exceptionnelles de Jupiter, de Saturne, de Mars, parce que les plus grands télescopes ne sont pas forcément d'ailleurs adaptés à ça. Ils n'ont pas été conçus pour observer de manière détaillée les planètes. Donc là, il va au XXe siècle, jusqu'à la fin du XIXe siècle, le monde de l'astronomie, les astronomes utilisaient essentiellement des lunettes astronomiques. Et puis, notamment Foucault, Léon Foucault va donc du coup, lui, être le premier à faire des miroirs en verre. Auparavant, les miroirs étaient en bronze, il fallait polir le bronze, ce qui était extrêmement peu réfléchissant.
Et là, on fait des miroirs en verre et on va déposer un dépôt, un film d'argent dessus. Donc l'argenture a une meilleure réflexion que le bronze. Et donc à partir de là, c'est le début des télescopes. Le début du XXe siècle voit en fait les télescopes fleurir de plus en plus dans les observatoires. Et on commence à voir des instruments, juste, on va dire, après la Première Guerre mondiale, on a des télescopes d'1,50 m, et là on voit des photos, alors on est en 1910, on voit des photos en fait assez détaillées d'objets, hein, donc avec des télescopes. Alors évidemment, malgré tout, les progrès ont été importants sur les émulsions, mais il faut encore poser des heures et des heures pour obtenir une photo détaillée, avec toute la problématique en fait de l'époque du suivi. Parfois, on arrivait à faire les photos sur plusieurs nuits. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'avait pas assez de temps dans la nuit, on allait en fait remettre un cache pour pas exposer la pellicule et repartir le lendemain. Donc, il fallait repositionner très précisément son instrument. Mais on voit des photos qui aujourd'hui... D'ailleurs, c'est assez amusant parce que les photos qu'on voit aujourd'hui, un astronome amateur peut sortir ce genre de cliché avec un télescope de 20 cm de diamètre, mais à l'époque, déjà, c'était des photos qui étaient assez exceptionnelles par leur résolution et leur qualité. Et donc, il y a cette photo, par exemple, qui est prise là, juste après la Première Guerre mondiale. Le télescope de 2,50 m, il est très important. C'est le Hooker, hein, qui a été pendant quelques années, le plus grand télescope en service sur Terre, sur le mont Wilson. Et là, vous avez la nébuleuse donc, de la Lagune, avec un temps de pause quand même assez conséquent, de 8 heures. Et là, on met en évidence, à partir de cette époque, on met en évidence vraiment de nombreuses choses qu'on ne voyait absolument pas à l'œil, des extensions très importantes sur les nébuleuses, des zones très obscures qu'on n'arrivait pas à voir. Les bras des galaxies commencent à être relativement détaillés. On photographie notamment la fameuse nébuleuse de la tête de cheval, en fait, ici, qui est photographiée en 1920. Et par exemple, ça, c'est typiquement le type d'astre qui est quasiment invisible avec nos yeux, même dans un télescope assez conséquent, on ne le voit pas. Parce que la sensibilité de l'œil est trop limitée, trop réduite, alors qu'en photo, il apparaît relativement facilement. Et puis, il va y avoir à ce moment-là, ce télescope de 2,50 m est relativement célèbre, parce que je dirais que son plus célèbre utilisateur, c'est Hubble. Edwin Hubble utilise ce télescope. Il va notamment photographier de manière détaillée la galaxie d'Andromède. Et là, on voit une photo d'une portion de la galaxie d'Andromède. Et déjà, alors à l'époque, il y a eu une polémique, on appelait ça le grand débat. Est-ce que les taches floues qu'on appelait des nébuleuses de spirale étaient des nébuleuses ou est-ce que ça faisait partie de notre galaxie? On a tranché dans les années 20. Donc c'était bien quelque chose qui était lointain. Et là, Hubble, sur une photo assez détaillée, met en évidence que la galaxie d'Andromède, en fait, il y a un poudroiement d'étoiles dedans, et surtout, il repère, qui était intéressant, c'est qu'il repère dans ces étoiles ce qu'on appelle des céphéides, des étoiles qui ont en fait une luminosité qui vont varier avec un cycle qui est relativement précis et qui sont en fait des étoiles dont on connaît relativement bien les caractéristiques à l'époque, et on se dit, grâce à ça, on peut mesurer des distances. En fait, il y a une relation entre la distance, la période, le cycle. Et du coup, grâce à ça, Hubble trouve ces chandelles cosmiques, va faire des mesures et trouve que la Voie lactée et la galaxie d'Andromède sont séparées par à peu près 1,5 million d'années-lumière. Alors aujourd'hui, il faut mettre 1 million d'années-lumière de plus, mais on a déjà un ordre d'idée. On sait que là, définitivement, non seulement on met en évidence qu'il y a plein d'étoiles dans les galaxies, ce qu'on avait déjà vu précédemment, mais qu'on peut mesurer les distances et que les galaxies sont extrêmement lointaines. Et Hubble, évidemment, va aussi mettre en évidence, par spectroscopie, il va mettre en évidence le fameux décalage spectral, le redshift, la fuite des galaxies. Il n'est pas le premier d'ailleurs. En 1915, on avait déjà eu des observations qui avaient été faites où on se rendait compte qu'effectivement, les galaxies ces taches lumineuses semblaient s'éloigner de nous à des vitesses d'autant plus proportionnelles, d'autant plus importantes qu'elles sont éloignées de nous. Donc ça, c'est l'époque en fait où on met en évidence la structure de l'univers, l'expansion de l'univers, donc grâce à la photographie. Ce télescope, il aurait été en service pendant quelques décennies. On a décidé ensuite de faire un très grand télescope, le télescope de 5 mètres du Mont Palomar, qui est resté jusqu'en 1976 le plus grand télescope en service sur Terre. Donc il a été inauguré après la Seconde Guerre mondiale en 1949 et qui a d'ailleurs été utilisé. Voilà un utilisateur de
de ce télescope célèbre, c'est Hubble, qui est photographié ici dans le télescope. Alors ce qui est assez amusant, c'est vrai qu'à l'époque, comme les astronomes montaient aussi eux-mêmes faire leurs photographies, eh bien, pour aller faire les photos derrière le télescope, alors là d'ailleurs on n'est pas vraiment derrière, on est dedans. C'est-à-dire que là, le télescope, on a le grand miroir de 5 mètres que l'on ne voit pas, qui est à plat ici. Le miroir dit secondaire ici, donc la lumière tombe sur le grand miroir qui la réfléchit sur le petit. Mais on enlevait, pour faire de la photo, on enlevait le petit miroir qui était là, et directement la lumière convergeait derrière le support ici, ce qu'on appelle le foyer primaire. Et là, en fait, Hubble, justement, est à cet endroit-là. C'est-à-dire que lui, il est à l'intérieur de la cage qui est ici. Il est en haut du télescope. Et ce que l'on voit là, c'était tout le système pour aller faire de la photographie. Donc à cette époque-là, les astronomes allaient faire eux-mêmes leurs photos, étaient passés la nuit entière, en fait, dans la cage dite du secondaire de l'instrument. Et donc on voit quelques photos rapidement qui ont été prises à l'époque, donc toujours de la photo évidemment argentique. On a même inventé dans les années 30 un instrument qui s'est développé dans les observatoires après la Seconde Guerre mondiale, le télescope de Schmidt, exclusivement photographique. C'est-à-dire que là c'est un télescope où il n'y a qu'un seul miroir et en fait la lumière va converger au milieu sur un plan qui est convexe, là où va converger la lumière, et on fait de la photo très grand champ avec ça. Ça permet de faire des cartes du ciel extrêmement détaillées, avec une résolution assez importante, une grande finesse d'image. Voilà quelques photos de l'époque. C'était à l'époque les photos les plus résolues, les plus fines en fait en grand champ. C'était pour faire de la photo grand champ et pas détailler des objets. Et puis va arriver quelque chose d'important, quelqu'un qui est relativement peu connu dans l'histoire de l'astrophoto, qui est resté un homme discret toute sa vie, que l'on voit ici en haut du télescope de 5 mètres du Mont Palomar, William Miller, qui n'était pas du tout d'ailleurs astronome, qui était ingénieur opticien, est passionné en fait de photos et lui va avoir l'idée d'améliorer considérablement en fait les émulsions, pour faire de la photo pour les observatoires, et c'est littéralement le précurseur de l'astrophoto, de l'astrophoto couleur, puisque auparavant on ne faisait que de la photo noir et blanc, et lui va travailler avec une entreprise qui n'existe plus aujourd'hui, là, Ansco, pour faire des pellicules qui sont plus adaptées en fait à la photo dans les gros observatoires. Parce que le gros problème, certains avaient déjà essayé de faire de la photo couleur. Les gros problèmes de la photo couleur, c'est ça. C'est que suivant le type de pellicule qu'on utilisait, le rendu était totalement différent. Les pellicules photo avaient en fait une sensibilité chromatique qui était différente. C'est-à-dire que certaines pellicules étaient sensibles plutôt au bleu, au vert, au violet du spectre, et puis d'autres plutôt au orange, rouge. Donc on voit que le rendu était totalement faussé. Donc on ne faisait pas de photo couleur à l'époque parce que ça n'avait pas de véracité scientifique. Donc il s'est dit, mais comment faire pour pouvoir faire de la photo couleur? Et en fait, il a mis au point des techniques. Alors il a amélioré les pellicules, il a mis au point des techniques en refotographiant d'ailleurs des photos qui étaient prises avec des filtres pour rééquilibrer les bonnes couleurs. Et là, on est donc à la fin des années 50, et vous voyez qu'on a des premières photos couleurs des objets prises au télescope de 5 mètres du Mont Palomar, et la plupart, ont des couleurs relativement fidèles à ce que verrait l'œil au niveau de la sensibilité. Nous, on est sensible à la lumière visible. Donc ça, c'est une grande première, parce que pour la première fois, l'univers apparaît en couleurs. Et des couleurs qui sont donc, entre guillemets, les vraies couleurs. Toujours une notion assez discutable, puisque dans l'infrarouge, ce n'est pas les couleurs qu'on voit, mais ce sont aussi des vraies couleurs. Mais disons les couleurs que, si l'œil humain était extrêmement performant, il pourrait voir les objets en fait de cette couleur-là. Donc la photographie couleur est lancée, on la met sur les télescopes de Schmidt, on a des photos comme ça très détaillées, grand champ, des grands objets, des galaxies, des nébuleuses, avec des temps de pause qui sont toujours relativement importants. Et puis, Miller, il va contribuer, il va travailler avec Kodak. Et je ne sais pas si dans la salle, certaines personnes, alors plutôt de mon âge ou un peu plus âgées, 50, 60 ans, ont fait de l'astrophotographie dans les années 70, 80. Mais à cette époque, on utilisait des films qui avaient été fabriqués par Kodak pour l'astrophotographie. Ces films, il y avait toute une série qui s'appelait les 103, 103A. 103 AE, etc. Et en fait, ces films, au départ, avaient été dessinés aux observatoires professionnels et ils avaient été mis dans les années 70 sur le marché public. Et donc ça, c'était des films qui avaient un gros avantage, c'était de conserver leur sensibilité. Parce que l'une des grosses limites, en fait, de la photographie argentique, c'est ce qu'on appelle, en fait, le défaut de réciprocité.
Alors qu'est-ce que c'est ça? Aujourd'hui, on n'est plus confronté à ça du tout. C'est qu'en fait, une pellicule photo, vous vous souvenez que on avait une sensibilité qui était indiquée dessus, en ISO, en ASA au départ, ISO ensuite. Et en fait, cette sensibilité, donc plus elle était élevée, plus la pellicule était sensible. Mais en réalité, cette sensibilité et l'équilibre chromatique des couleurs n'étaient donnés que pour un temps de pause relativement court. Quand on fait de la photo diurne, on a un temps de pause d'une fraction de seconde. Un film de 400 ISO restait à 400 ISO. Le gros problème, c'est que dès qu'on faisait des temps de pause de plusieurs secondes, on s'apercevait que la sensibilité, en apparence, chutait. Et au bout d'une demi-heure, le film n'avait plus que l'équivalent d'une sensibilité de 5 ou 6 ISO, ce qui était extrêmement faible. Donc, poser très longtemps, on gagnait assez peu d'informations. C'était ce qu'on appelait le défaut de réciprocité. Et ces fameux films qui avaient été mis au point dans les années 60 par Kodak permettaient de corriger le défaut de réciprocité. Alors, donc, on avait la même sensibilité pendant toute la durée de la pause. Donc là, on a gagné réellement en efficacité parce qu'avec des temps de pause d'1 heure, on avait beaucoup plus d'informations que ce qu'on faisait quelques années auparavant sur le même temps de pause. Et du coup, on va avoir aussi à ce moment-là un film révolutionnaire qui va apparaître. Alors, dans les années 60, on est en pleine guerre froide, les Américains mettent au point un avion que tout le monde connaît, le U-2, le U-2. Cet avion donc volait à plus de 20 km d'altitude, avion espion, et il était équipé d'ailleurs d'un objectif photo qui est tombé dans le domaine public d'ailleurs, qui a été fait par Leica. Et puis on avait développé, les Américains avaient demandé à Kodak de faire une pellicule extrêmement fine au niveau résolution. Cette pellicule, le TP2415, a été pendant très longtemps d'ailleurs la pellicule qui avait la meilleure résolution et qui avait aussi une très forte sensibilité dans le rouge et dans l'infrarouge. Ce qui était pratique quand on voulait espionner avec un avion, on pouvait passer au-dessus de certains types de nuages en infrarouge. Et du coup, cette pellicule est restée évidemment secrète pendant pas mal d'années. Elle avait une autre appellation que celle qu'on voit là. Et dans les années 70, elle est tombée dans le domaine public et on s'est rendu compte qu'elle était parfaitement adaptée à l'astrophotographie parce qu'elle avait une résolution très forte. On pouvait voir des détails extrêmement fins sur tout ce qu'on photographiait. Une très belle sensibilité spectrale du violet jusqu'à l'infrarouge proche. Et par contre, elle avait un inconvénient, c'est qu'elle avait aussi le défaut de réciprocité. C'est-à-dire que dès qu'on faisait des temps de pause de plusieurs secondes, elle chutait considérablement. Mais on a inventé au point une technique à l'époque dans les observatoires qui est assez intéressante, c'était l'hypersensibilisation. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que quand on mettait une pellicule photo, dont le TP2415, dans une cocotte minute, enfin je schématise un peu, avec de l'hydrogène et de l'azote, d'hydrogène, diazote, on faisait chauffer ça à 50 degrés avec une pression, je crois que c'était 1,5 bar à peu près, et pendant quelques heures, on asséchait le film et il gardait sa sensibilité. À condition, par contre, d'utiliser rapidement le film. Et plusieurs mois après, il reprenait, se rechargeait en humidité. Et ça a été très impressionnant parce qu'à ce moment-là, cette pellicule-là a décuplé quasiment les capacités d'un instrument. C'est-à-dire qu'on avait une très forte résolution et en fait une sensibilité élevée. Alors c'était une pellicule noir et blanc, mais qui a permis, on voit ces photos qui sont aujourd'hui toujours très belles, des photos prises par les grands observatoires, extrêmement détaillées, prises avec ce fameux TP2415, qui a encore d'ailleurs été, je crois que Kodak l'a arrêté au début du XXIe siècle, qui a été commercialisé au niveau photographe amateur. Et après, donc, vous avez quelqu'un aussi qui est très important dans l'histoire de l'astrophotographie. Alors, ceux qui viennent au festival depuis très longtemps s'en souviennent peut-être parce qu'il est venu ici, David Malin, qui est à la retraite depuis maintenant pas mal d'années, donc qui est anglo-australien, enfin anglais d'origine, et qui était photographe et qui est d'ailleurs, on peut dire, l'un des rares astrophotographes professionnels parce que astrophotographe, ce n'est pas un métier, quoi. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'astrophotographie quand on est astrophysicien, mais on n'est pas astrophotographe dans un observatoire, c'est assez rare. Lui a vraiment été astrophotographe, on lui a laissé quelques nuits par mois le grand télescope d'environ 4 mètres que les Australiens possèdent. Donc là, il est à l'intérieur aussi en fait, de la cage du secondaire. Et donc là, on le voit à l'époque de l'argentique, on le voit quelques années plus tard, à l'époque du numérique. On voit d'ailleurs que là, il y avait le récepteur ici pour mettre les plaques photo. Alors, à l'époque, on ne travaillait pas avec des pellicules dans les observatoires. Ce n'était pas des petites pellicules enroulées, c'était du grand format, des plans film. Donc, on mettait le plan film ici. Puis là, on voit maintenant avec une caméra numérique qui est installée ici.
Et lui a vraiment aussi révolutionné notre vision de l'univers parce que il a fait de l'imagerie couleur, mais avec une technique qui était connue déjà à l'époque, mais qu'on n'utilisait pas en astrophotographie, qu'on appelle la trichromie. C'est-à-dire qu'en fait, il faisait une photo avec un film noir et blanc, le TP2415 en l'occurrence, un filtre rouge, le même objet avec un filtre vert et un filtre bleu. Donc on voit 3 photos en noir et blanc, mais ces photos en noir et blanc, on voit que ce n'est pas le même niveau d'information puisqu'on n'est pas dans le même domaine du spectre. Et en additionnant ces 3 photos, on obtient une image avec, entre guillemets, les vraies couleurs. Les couleurs qui sont fidèles. On ne tient pas compte là d'une pellicule couleur qui pourrait dériver sur certaines couleurs. Donc ça, on utilise aujourd'hui basiquement ça en numérique très facilement. Mais à l'époque, tout ça a été fait en argentique. Donc on a de très belles images couleurs qui vont apparaître. Vous vous souvenez, pour les plus anciens, dans les années 70-80, on avait de magnifiques images de l'univers qui étaient prises par David Malin, des images très très belles, avec non seulement une belle résolution, mais avec aussi des couleurs qui étaient enfin les couleurs, les vraies couleurs. Donc voilà, je vous passe rapidement quelques-unes de ces photos de l'époque. Alors il a même développé des techniques de traitement aussi qui sont aujourd'hui relativement connues quand on veut traiter ces photos de vacances. On parle souvent, on voit dans des logiciels de traitement, il y a des masques flous. Alors le masque flou, ce n'est pas lui qui a inventé le masque flou, mais il a appliqué cette technique à l'astrophotographie. Et là, vous avez une image de la nébuleuse d'Orion, et là, il a appliqué un masque flou. Alors le masque flou, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, on photographiait une image floue du même négatif inversé, etc. Et ça permettait d'augmenter très fortement le contraste. Donc là, on voit que c'est assez exceptionnel parce que les images sont extrêmement détaillées. C'est la même photo, mais sur laquelle il a appliqué un masque flou qui permet de détailler très fortement cette nébuleuse. Donc voilà, puis après... arrivent les capteurs numériques. Alors évidemment, les premières images numériques, alors là, ce n'est pas la première, en 1985, mais ça, c'est même de l'imagerie numérique amateur. Aujourd'hui, ça fait un petit peu sourire quand on voit ces images pixelisées. Mais chose importante, donc 1969, la mise au point du premier capteur dit CCD, enfin mise au point, une technologie qui va permettre de développer le capteur CCD. Donc d'ailleurs, les 2 physiciens qu'on voit là ont reçu le prix Nobel pour cette découverte, prix Nobel de physique en 2009. Et le premier capteur CCD donc, va apparaître en 1970. Et le premier appareil photo numérique, avec un capteur de 100 pixels de côté, donc 1975. Et très rapidement, on voit évidemment l'intérêt du numérique en astrophoto. Alors pourquoi ? Parce que déjà une chose, le capteur numérique n'a pas ce fameux défaut de réciprocité. C'est-à-dire que quelle que soit la durée de la pose, il conserve toujours sa capacité à convertir les photons en signaux électriques, donc il garde sa sensibilité. Donc il est beaucoup plus performant. Donc on a en 1976 la première image obtenue avec un télescope de 1,54 m et un capteur CCD qui aujourd'hui fait un petit peu sourire évidemment par la résolution, de 800 par 800 pixels, qui va équiper aussi un satellite espion. Parce que là aussi, on va parler après rapidement de l'imagerie spatiale. Comment pouvait-on faire des imageries spatiales avant le numérique ? Donc quelques photos rapides de ces photos prises en imagerie CCD. Là, on est au début des années, milieu des années 80 pour certaines. Alors, évidemment, à l'époque, ça fait des images assez pixelisées. Souvent, on dit c'est quand même mieux en argentique. C'était peut-être plus esthétique, mais il y avait plus d'informations, en tout cas, sur l'imagerie CCD. Alors, comme je suis aussi un astrophotographe depuis 35 ans, amateur, et j'ai pas trouvé des photos professionnelles en fait pour comparer avec le même instrument, le même objet et tout. Donc j'ai pris simplement pour vous montrer l'écart entre le numérique et l'argentique, quelques-unes de mes photos. Ça c'est une photo que j'ai dû faire dans les années 90 en argentique, pareil pour Jupiter, et avec les mêmes instruments, on est d'accord, hein. Et ça c'est les mêmes objets photographiés avec le même instrument quelques années plus tard avec des capteurs numériques. Vous avez déjà la différence de résolution sur Jupiter, par exemple. On a l'impression que ce n'est pas du tout le même instrument, et pourtant, c'est bien le même instrument. On voit qu'il y a eu un bond conséquent. Dans les années 90, la résolution était tellement importante qu'on a décuplé les capacités des instruments professionnels et amateurs également. Cette image de Saturne, toujours le même instrument, argentique, numérique.
Il n'y a aucun changement à part le récepteur. L'instrument ne change pas, ou la Lune. Donc voilà, rapidement pour vous montrer l'intérêt en tout cas de la photo numérique, évidemment, mais ça c'est de manière générale, pas uniquement pour l'astrophotographie. Et puis on est en train de mettre au point là le télescope Vera Rubin qui devrait être opérationnel en 2024, qui est un télescope assez exceptionnel, un grand télescope avec un miroir de plus de 8 mètres, qui sera équipé du plus grand appareil photo en fait, qui a jamais été construit. On voit d'ailleurs ici la taille de tout l'appareil photo comparé à une personne. Ça, c'est simplement une lentille de correction devant le capteur. Et vous avez vu que cet appareil photo, donc, le capteur ici, ça serait la taille de la Lune sur le capteur, prise avec cet instrument, qui a une focale pourtant relativement longue. On voit qu'il y a une mosaïque parce qu'on ne fait pas des grands capteurs numériques. C'est-à-dire qu'en fait, à partir d'une certaine dimension, c'est une mosaïque, c'est un puzzle de capteurs. En fait, on a plusieurs capteurs qui sont assemblés les uns à côté des autres. Alors lui, il aura des capacités incroyables parce que sa mission, c'est de photographier tout le ciel austral, puisqu'il sera installé en fait au Chili, tous les 3 jours. Et donc, il va refaire ça régulièrement. Le but, ça va être de mettre en évidence des objets relativement proches qui peuvent se déplacer, comme des astéroïdes, mais de voir aussi des phénomènes lointains, soit dans notre galaxie ou extragalactique. Donc, il aura une capacité photographique tout à fait exceptionnelle. Bon, c'est un appareil photo qui peut faire rêver, mais avoir un capteur de 3 milliards de pixels, imaginez l'informatique qu'il faut derrière pour traiter les images, quand même. Ce n'est pas le petit ordinateur qu'on a chez soi. Et donc après, rapidement aussi sur la photo, sur la couleur, parce que c'est vrai que quand on voit des photos, ça c'est une photo du James Webb. Alors les photos du James Webb, il y a toute une partie, comme pour les photos Hubble, qui sont traitées pour être publiées pour le grand public, pour être diffusées, qui sont extrêmement belles, tout le monde trouve ça absolument magnifique et c'est le cas. Mais attention, parce que les couleurs que l'on voit ici ne correspondent pas à ce qu'on appellerait la réalité. Alors, je mets toujours des guillemets à la réalité, parce que c'est quoi cette réalité? Mais le James Webb, par exemple, il observe dans l'infrarouge proche et moyen. Et bien évidemment, ce ne sont pas ces couleurs-là que l'œil pourrait percevoir si nous, on avait la même sensibilité que le capteur. Donc on va traiter les données pour qu'elles soient relativement esthétiques. On va associer en fait une information couleur à une fréquence, parce qu'un télescope comme le James Webb, évidemment, il est équipé de capteurs noir et blanc. C'est-à-dire que quand on voit des photos couleurs professionnelles, elles ne sont jamais prises avec un capteur couleur. Dans le domaine de la recherche, le capteur couleur, il n'est pas intéressant, il est moins performant, moins sensible, il a une moins bonne résolution. Donc on fait des images avec des capteurs noir et blanc, mais avec des filtres, et on va donc avoir différents niveaux d'information et on va superposer ces images pour avoir une information couleur. Et donc là, on traite l'image pour qu'elle soit relativement esthétique. Donc souvent, des images que l'on va voir, prises avec certains télescopes, sont en fausse couleur. On va appeler ça de la fausse couleur. Le James Webb, ça va être évidemment, entre guillemets, de la fausse couleur. Hubble, vous pouvez avoir des vraies couleurs et des couleurs qui sont un peu fausses, puisqu'on va prendre aussi des longueurs d'onde que l'œil ne va pas forcément percevoir. Par exemple, ça c'est intéressant, c'est le même objet, mais photographié avec 2 types de filtres différents. D'accord ? Donc vous avez qu'on n'a pas le même rendu des couleurs. Là, ce rendu des couleurs serait assez proche de ce que verrait l'œil. Donc là, s'il était très performant, pourquoi il y a écrit L? Alors L, c'est luminant, c'est-à-dire qu'on photographie un objet avec un capteur noir et blanc, mais on ne met pas de filtre devant, pour qu'en fait, le capteur enregistre toutes les couleurs du spectre de l'arc-en-ciel. Le H-alpha, c'est une raie en fait qui est dans le rouge de l'arc-en-ciel, et puis là, on a un filtre qui photographie que du vert et que du bleu. Donc en fait, on va faire une photographie. Si on fait du rouge, vert, bleu, on va reconstituer globalement à peu près toutes les couleurs. Pas toutes, mais à peu près toutes les couleurs. Donc là, c'est on met en évidence, alors notamment la couleur que l'on va voir ici, on va mettre en évidence le rose-rouge ici est dû à l'hydrogène en fait qui est présent dans cette nébuleuse. Mais il faut se méfier parce qu'on ne peut pas dire du coup tout ce qu'on voit de rouge sur une photo c'est de l'hydrogène, parce que si on photographie la couleur avec des filtres un peu spéciaux, on a toujours de l'hydrogène qui est mis en évidence, mais avec le rendu des couleurs qui est totalement différent. C'est-à-dire que là sur cette photo, on appelle ça la palette Hubble, parce que même si c'est utilisé au niveau amateur aujourd'hui, ça a été utilisé par le télescope Hubble au départ. On fait une photo avec plusieurs filtres, donc des filtres qui vont faire du rouge, vert et bleu, sauf que c'est là où c'est un peu, on va dire, de la triche, c'est que l'image bleue est faite avec un filtre qui laisse passer que du vert, l'image verte est faite avec un filtre qui laisse passer que du rouge, et alors par contre là c'est bien du soufre ionisé, c'est bien du rouge. Donc en gros l'image, c'est pas du rouge, vert, bleu, c'est en fait du bleu, rouge,
rouge, enfin, du vert, bleu, rouge, rouge. Donc du coup, les couleurs, quand on additionne tout ça, le rendu, en fait, il n'est pas du tout celui que l'on pourrait voir avec nos yeux. C'est bien le même objet. Alors pourquoi on fait ça? Parce que qu'on voit un niveau d'information qui est totalement différent. Faire des photos avec ce type de filtre met en évidence des détails qu'on ne verrait pas autrement sur une photo prise avec des filtres classiques. Donc voilà, par exemple, là, toujours sur le télescope Hubble, on a le même objet, un détail de la nébuleuse de la lagune. Et bien là, on est plutôt dans le visible, mais avec la palette Hubble. Et là, on est dans l'infrarouge. Et bien, on voit que dans l'infrarouge, on va passer à travers certains nuages. Donc l'astrophotographie va se faire évidemment dans toutes les longueurs d'onde possibles. Ce que l'on peut voir en fait ici, là, on n'a que le spectre visible, mais on va avoir des images, par exemple, d'une galaxie dans le visible, mais la même galaxie dans l'infrarouge ou en X, on ne voit pas le même niveau d'information. Donc on peut même additionner ces différentes images. Là, vous avez une galaxie où on a donc en lumière visible et un peu d'ultraviolet, on a Hubble. En jaune, c'est ALMA. Alors ALMA, c'est un ensemble de télescopes qui est situé au Chili à 5000 mètres d'altitude, qui observe en fait dans des longueurs d'onde qui ne sont pas du tout accessibles à nos yeux. On est dans le domaine submillimétrique. En gros, c'est après l'infrarouge, avant les ondes radio classiques. Et on va avoir donc des images aussi prises ici avec le VLT. Et donc, en additionnant ces différentes photos prises dans des longueurs d'onde différentes, on va avoir beaucoup plus d'informations. J'accélère un peu par rapport à l'heure. Et après, pour finir, justement, ça c'est assez amusant aussi, on s'est posé la question, quand on envoyait en fait des sondes spatiales, comment ramener de belles images? On pourrait dire, est-ce qu'on mettait une pellicule? Oui, on l'a fait. On a mis des pellicules dans des sondes qui se développaient toutes seules. En plus, alors ensuite, il y a une caméra qui filmait l'image et qui la renvoyait en fait sur Terre. Ça a été un peu essayé. La première photo de la Lune, en Luna 3, 1957, la face cachée de la Lune. Je vous précise que vous ne l'auriez pas connue autrement, mais même la Lune, de manière générale, on aurait du mal à la reconnaître. Donc là, à l'époque, c'était des caméras. En fait, on filmait, c'était de la caméra vidéo qui allait filmer la Lune, avec une résolution plus ou moins bonne. Et notamment, ça, c'est les sondes. Les Lunar Orbiter sont des sondes qui sont très importantes dans l'exploration spatiale, parce qu'en fait, il y en a eu 5 qui ont été lancées entre 66 et 68, et leur mission, c'était de cartographier la Lune de manière précise pour savoir où on allait à l'unir pour les missions Apollo. Et la résolution allait de 1 mètre à 32 mètres. Ce qui est exceptionnel, on peut avoir des images extrêmement détaillées, et la technique employée, elle fait vraiment, c'est assez impressionnant, c'est que là on a 2 appareils photo avec 2 objectifs, et en fait c'est la photo argentique qui était développée à bord. C'est-à-dire que la photo se prenait sur de la pellicule argentique, il y avait un système donc il fallait en plus faire avancer le film, parce que la sonde elle se déplaçait très vite autour de la Lune, vu qu'elle était très proche de la Lune par cette résolution. Donc pour pas que la photo soit floue, il y a un film qui déplaçait pendant le déplacement de la sonde autour de la Lune, qui déplaçait en fait le film pour compenser le mouvement de la sonde. Ce qui était assez exceptionnel. Et regardez la photo, la résolution était quand même assez exceptionnelle. Et donc on développait ce film dans la sonde, enfin ça c'était automatique. On photographiait l'image, on filmait l'image qui était ensuite renvoyée sur Terre. Pour être analysé. Et après, ce qui a été une invention importante, c'est ce qu'on appelle les tubes Vidicon, qui ont été des tubes qu'on retrouvait dans de nombreuses caméras de télé à l'époque. Et donc là, c'est un petit peu l'ancêtre de ce qu'est CCD, sauf que là, on est en analogique, pas en numérique. Et donc, il y a une image qui allait se former ici sur ce petit écran. Et finalement, les sondes spatiales, les sondes voyageurs, les sondes Pioneer étaient équipées de caméras télé, de caméras vidéo. Et alors, on obtenait des images plus ou moins détaillées. Là, c'est Mars par Mariner 4. Donc là, à partir d'imagerie vidéo. La première image de Jupiter qui semblait exceptionnelle déjà pour l'époque, donc ça a été filmé, une image qui est parfaitement filmée, et donc sur Terre, on reconstituait, après on faisait une photo à partir de cette image, mais 73 on obtient ce genre d'image. Saturne, ça fait un petit peu, ah oui, ça a pris un coup de vieux quand même, Saturne en 1979 avec ce type de caméra, mais quand on voit les sondes voyageurs, on avait fait un sacré progrès. Quelques années après, on est toujours en imagerie en fait vidéo, il n'y a pas de capteurs CCD qui sont présents, parce que dans une sonde spatiale, on va envoyer une technologie qui est assez éprouvée. Les capteurs CCD, à cette époque-là, c'est les balbutiements. Donc on voit déjà la différence de résolution qui est relativement importante. Et puis je finirai avec cette image, ces images de la sonde Saturne, qui, elle, était évidemment équipée de capteurs CCD.
Et qui, alors, il y avait devant un télescope de 500 mm de diamètre, hein, ce qui permet aussi d'avoir de la résolution. Mais cette mission qui s'est terminée il y a maintenant 6 ans était une mission absolument magnifique, avec des images absolument sublimes. Et on voit tout le progrès qui a été fait, en fait, entre les premières sondes et les dernières sondes spatiales. Voilà, eh ben, je vous remercie, j'ai un peu accéléré sur la fin. Je vous remercie